quelles sont les solutions et les recommandations que l'on peut évoquer pour réduire cette empreinte énergétique du numérique? Alors là, j'ai une succession de quelques transparents qui s'enchaînent, 3 qui vont nous montrer que le numérique, c'est un secteur en pleine croissance qui présente de nombreux avantages, que j'ai déjà d'ailleurs évoqués et qu'on revoit ici. C'est un outil d'efficacité et de productivité pour les entreprises et les individus. Il n'y a pas besoin de discuter beaucoup, y compris pour la mobilité, pour le transport, des outils numériques pour travailler à distance et autres types de services. C'est un moyen d'accès à l'information et aux services pour des citoyens individuels et pour des communautés, là aussi. L'informatique, quand on la manipule assez bien, et qu'on l'utilise à bon escient, elle est plutôt à notre service pour améliorer un certain nombre de choses. Les étudiants peuvent étudier en ligne, les patients peuvent consulter leurs dossiers médicaux et autres avantages de cette nature. Le numérique, c'est aussi un facteur d'innovation et de créativité pour la recherche, pour le développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Évidemment, l'intelligence artificielle, elle ne se fait qu'en passant par l'usage et le développement du numérique. En revanche, on l'a dit, on l'a vu, le secteur numérique, c'est un secteur qui génère des impacts négatifs sur l'environnement et sur la société. Donc c'est une source de pollution et de consommation de ressources pour la plupart non renouvelables, c'est-à-dire des ressources qui s'épuisent, notamment dans les matériaux rares, qui sont en plus souvent localisés géographiquement dans des pays du monde qui sont pas forcément les plus développés. Moi, dans des activités à travers la francophonie universitaire, je me déplace pas mal en Afrique, et notamment dans l'Afrique centrale et des Grands Lacs, et au Burundi, au Rwanda, la République démocratique du Congo, enfin, j'y ai plus en ce moment. Mais la RDC, c'est pas triste, hein, les chantiers d'extraction de matériaux, de matières premières à ciel ouvert, en utilisant une main-d'œuvre faite d'ailleurs non pas par des Congolais, mais plutôt par des Chinois. Le numérique, une cause d'isolement social et de dépendance pour les utilisateurs. Bon, je ne vais pas plus de faire un grand discours sur le sujet auquel contribue l'usage des smartphones, etc., dans l'isolation des gens. Hein. Les photos parlent d'elles-mêmes. Voilà. Et puis il y a aussi des aspects liés à la sécurité, à la cybersécurité, la cybercriminalité, la violation de la vie privée, et tout un tas de règles qui doivent être mises en place. Alors cela dit, c'est un secteur qui pourrait être rendu plus durable et plus responsable, notamment en sensibilisant, en éduquant à l'écologie et à la citoyenneté par le biais du numérique. C'est vrai que on peut utiliser le numérique pour informer les gens des impacts précisément négatifs du numérique sur l'environnement, etc., pour avoir un usage qui soit raisonnable, raisonné, sobre, parce que finalement c'est un peu ça la conclusion à laquelle on arrive quand on regarde un petit peu tout ça. Un domaine d'action et de régulation pour les pouvoirs publics et les acteurs privés, puisque c'est eux quand même qui ont la main précisément sur les normes environnementales qu'on peut imposer, qu'on devrait imposer. Donc pour le numérique, les entreprises peuvent développer des produits, des services numériques plus durables, à condition de mettre en amont l'éco-conception, et en particulier la non-obsolescence programmée que j'évoquais tout à l'heure. Un champ de pratique et de comportement pour les consommateurs et les producteurs, notamment précisément sur la gestion des fins de vie des déchets, le reconditionnement. Alors ça ne prend pas forcément le chemin, mais des appareils qui soient moins consommateurs d'énergie. Hein. Je vais pas faire une digression sur le passage de la 3G à la 4G à la 5G, etc. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça? À la question qu'on peut se poser, c'est à la suite de ces constats, quels sont les leviers? En sachant que la priorité pour réduire l'impact, elle est quand même à mettre, on l'a vu, sur les terminaux, car ce sont les plus gros consommateurs, à la fois en matière énergétique et en matière de ressources, en matière de matériaux. Est-il possible de faire machine arrière sur le niveau d'équipement ou sur l'usage du numérique? Je pense qu'on est tous d'accord pour répondre non. Non, c'est pas possible. Par contre, on peut améliorer les choses avec un certain nombre de critères. Il y en a 4. Augmenter la durée de vie des équipements. Bon, en allongeant la durée de garantie, ça c'est déjà plus ou moins fait d'ailleurs. En favorisant la réparation, le renouvellement, en luttant contre un certain nombre de modèles économiques, notamment pour favoriser les appareils reconditionnés. Ça se fait quand même, en effet, de plus en plus. Ça, c'est une première cible. Réduire la quantité de ressources numériques mobilisées,
dans les équipements, dans les réseaux, en favorisant la mutualisation d'équipements, en réduisant le nombre d'écrans, notamment et la taille d'ailleurs des télévisions. On a vu ce que ça coûtait en gaz à effet de serre et en milliers de litres d'eau la construction d'une télévision, en réduisant le nombre d'objets connectés. Bon, il faut pas que tout ça apparaisse comme des vœux pieux, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Redonner le contrôle aux utilisateurs du numérique, donc en leur permettant de choisir des mises à jour logicielles, en guidant vers des équipements réparables, faciles à reconditionner, etc. Et puis éco-concevoir des services numériques, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire dès l'amont, dès la construction, s'intéresser à la mise aux déchets, à la non-obsolescence et autres. Pour les réseaux, pour les data centers, c'est plutôt donc la réutilisation, l'utilisation de la chaleur dégagée à des fins autres. C'est alimenter les data centers avec de l'énergie entre guillemets verte. Voilà, en gros, les leviers. Donc en résumé de tout ce que j'ai dit et surtout de tout ce que j'ai pas dit, parce que c'est un sujet sans fin avec une foison de chiffres de toute nature, parfois un peu contradictoires, donc c'est pas toujours très simple de synthétiser tout ça. En gros, le numérique, c'est une consommation énergétique mondiale quand même importante, non négligeable, c'est à peu près 10% de la consommation mondiale d'électricité, et c'est 4% à peu près des émissions de gaz à effet de serre, et je l'ai dit tout à l'heure pour la France, mais ça vaut pour le monde, c'est plus que l'aviation civile. Un impact environnemental qui est majoritairement lié à la fabrication des équipements. C'est 80% de l'empreinte carbone qui est due à l'extraction des matières premières et à la production et à la fabrication. C'est des infrastructures numériques qui sont quand même assez énergivores, pour ne pas dire très énergivores. Les data centers, c'est 2 à 3% de la consommation électrique mondiale, mais surtout ce qui consomme énormément, c'est tout ce qui est vidéo, c'est tout ce qui est streaming, c'est 60% du trafic Internet mondial. Alors comme vous m'avez pas, on n'a pas encore discuté, mais comme je suppose que j'aurai la question, je vais répondre avant même que vous me la posiez, parce que je l'ai pas mis dans l'exposé. Par rapport au streaming, par exemple les mails. Un mail, un courriel, on en écrit des dizaines par jour. En fait, ça consomme pas grand-chose. C'est en gros entre 0,3 grammes et 30 grammes, selon la nature du mail, s'il y a une pièce attachée, s'il y en a pas, s'il y a une signature avec un dessin, s'il y a... en gros, c'est quelques unités de grammes. Donc c'est vrai que pour un mail, c'est pas énorme. Sauf qu'il y en a plus de 230 milliards par jour dans le monde. Donc quand on fait une multiplication que je ne me suis pas essayé à faire, mais ça commence à devenir important. Donc y compris pour les mails, il faut pas être trop dispensé, il faut être précautionneux, quoi. Il faut pas... Après on dit il faut nettoyer ses boîtes et tout, oui peut-être pour le rangement, mais c'est pas ça qui consomme le plus. Le stockage, en fait d'ailleurs à la limite ça consommerait plus de nettoyer, parce qu'on passe un temps relativement non négligeable à nettoyer ses boîtes mail, plutôt que de les stocker dans les centres de données. Voilà. En conclusion, j'ai pris des propos tenus par un collègue que je connais assez bien, qui est Patrice Geoffron, qui est enseignant-chercheur à l'université Paris-Dauphine et qui est plus ou moins spécialiste de l'énergie, mais plutôt sous l'aspect économique. La transition numérique n'est pas intrinsèquement écologique, mais en revanche, la numérisation est une condition de la réalisation de la transition énergétique. Bon, il y a 2 exemples qui sont pris à droite sur la problématique des transports et le pilotage des réseaux. Donc c'est vrai que c'est très difficile de se passer du numérique si l'on veut mener à bien la transition énergétique. Donc injonction contradictoire du départ, c'est pas si contradictoire que ça, à condition de bien utiliser les choses et puis de faire travailler tous les protagonistes, si je puis dire, ensemble. Ce qui n'est pas forcément non plus gagné d'avance, un travail en commun d'univers nombreux, souvent cloisonnés d'ailleurs, les mondes de l'énergie, les mondes du numérique, des infrastructures des transports, de l'automobile, l'État, les collectivités locales, les assureurs, bref. Donc ça peut marcher que si tous ces acteurs se mobilisent avec les mêmes objectifs. Alors là, j'ai conscience de dire une conclusion un peu stupide, parce qu'on voit bien, au moins depuis les accords de Paris en 2015, que c'est pas tout à fait le cas, malheureusement. Mais on peut toujours rester optimiste
et penser que on va finir par y arriver. Alors ça, j'ai emprunté plutôt ces conclusions à d'autres collègues là, numérique et transition énergétique, Laurent Michel et Guillaume Méheux, qui ont écrit énormément de choses dans la revue Responsabilité et Environnement sur le sujet. Deux transitions incontournables qui doivent être pensées ensemble pour être véritablement durables. Oui, enfin bon, en même temps, l'IA, c'est un peu comme le reste. Je pense qu'on ne pourra pas s'en y échapper dans les années à venir, y compris dans l'enseignement. Il se trouve que je vous ai parlé de francophonie tout à l'heure. Je vais au sommet mondial de la francophonie scientifique qui a lieu tous les ans. Cette année, c'est à Dakar, début novembre, et où il y a un colloque sur ce sujet, c'est l'influence de l'IA sur l'évolution de la pédagogie, y compris à l'école primaire. Alors que par ailleurs, ça consomme de l'énergie, c'est vrai, mais bon. Bon, tout ça, c'est une affaire effectivement d'usage en connaissance de cause, de bon usage entre guillemets, de sobriété. En fait, il y a un bilan à chaque fois à faire, ou une espèce d'analyse comparée entre les avantages et les inconvénients, à tout force, faiblesse, etc. Parce que, en effet, l'IA, ça peut permettre de diminuer les consommations d'énergie, mais en même temps, pour faire de l'IA, il faut avoir fabriqué comme chose. Et les produits qui ont amené à ça, est-ce que ils sont pas plus dispendieux de gaz à effet de serre? Je prends un tout autre exemple que celui du numérique. Je l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure pour le nucléaire. On peut en prendre plein des exemples en fait. Mais bon, prenons le nucléaire. Le nucléaire, c'est vrai que dans le résultat, après il faut savoir qu'est-ce qu'on vise. Si on vise la baisse des températures au niveau du changement climatique, c'est vrai que le nucléaire, il produit pas de CO2. Par contre, pour produire une centrale nucléaire, il faut du béton, des machins, etc. Et donc, il faut faire le bilan complet. Alors d'ailleurs, il y a des études qui avaient été faites au CNRS il y a quelques années sur le sujet qui montraient que c'était pas aussi évident que cela.